Quelle taille peut faire un trou noir? Imagine un objet si dense, si compact qu'aucune lumière ne peut s'en échapper. Ce n'est pas un mythe de science-fiction, c'est un trou noir, une des entités les plus étranges et fascinantes de l'univers. En surface, ça peut sembler simple, un trou noir c'est juste un endroit d'où rien ne revient. Mais si tu creuses un peu, tu tombes rapidement sur une question déroutante, quelle taille peut-il faire? Un trou noir peut-il être aussi petit qu'un atome, ou au contraire englober tout un système solaire? Existe-t-il une taille minimale ou maximale? Dans cette vidéo, on va parler de rayons de Schwarzschild, de singularité, de rayonnement de Hawking et un peu de gravité quantique. Mais avant de commencer, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, au grand malheur de mon compte bancaire. Cependant, je tenais à dire que cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Cette vidéo est la dernière que je tourne dans cette chambre. J'ai tout vécu depuis ma naissance dans cette chambre. Ma chaîne a commencé ici, de l'idée au premier allumage de caméra jusqu'à la première mise en ligne. Tout a été réalisé ici. Ainsi, car je n'en aurais plus l'occasion, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit room tour à la fin de la vidéo. Bon, en réalité le room tour c'est la première chose que j'ai fait en allumant la caméra aujourd'hui. Cependant, je le mettrai à la fin de la vidéo pour vous. Ça sera juste une présentation des petits éléments, mais en gros, pour moi, c'est mon centre du monde. Des banlieues niçoises avec ma famille, je vais ensuite passer dans la ville de Lyon en colocation avec des potes. Je tournerai dans ma nouvelle chambre, donc j'espère qu'ils feront pas trop de bruit, et j'essaierai de faire un bon setup, évidemment. Je déménage quelques jours après le tournage de cette vidéo, donc quand la vidéo sortira, je serai déjà normalement bien installé à Lyon. Voilà pour cette longue parenthèse, on peut revenir au sujet principal de la vidéo. Et avant de commencer à parler de la taille d'un trou noir, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un trou noir. Le mot évoque un puits sans fond, un vide total. C'est l'idée principale, et qui n'est pas fausse, répandue par la science-fiction. Maintenant, les trous noirs sont quelque chose de bien établi en SF et qui réussissent toujours à faire leur petit effet. Quand on regarde les deux grands films de SF cet été, Superman et les 4 Fantastiques, dans les deux longs métrages, on trouve un trou noir qui offre des plans ultra stylés. Mais bon, si cette idée de puits sans fond n'est pas totalement fausse, en physique c'est bien plus précis que ça. Et surtout, c'est beaucoup plus étrange. Donc, c'est quoi? Un trou noir, c'est une région de l'espace d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Ce n'est pas un objet solide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui a une surface comme une planète ou une étoile. Non, c'est un piège gravitationnel parfait. Un endroit où la courbure de l'espace-temps est si intense que tout ce qui entre, matière, rayonnement, même d'une certaine manière le temps, est condamné à aller vers un centre qu'on appelle la singularité. Il existe une frontière de non-retour, bien avant la singularité, qui s'appelle l'horizon des événements. Une fois franchi, aucun signal ne peut ressortir. C'est comme une ligne invisible qui délimite ce qu'on ne pourra plus jamais observer. Pour comprendre comment un trou noir se forme, imagine une étoile plusieurs fois plus massive que le Soleil. D'ailleurs, la masse du Soleil est une unité en astrophysique. On parle de masse solaire. Par exemple, une étoile qui fait 4,5 fois la masse du Soleil, on dira qu'elle fait 4,5 masses solaires. Bon, en tout cas, quand elle a épuisé son carburant nucléaire, cette étoile, elle ne peut plus contrebalancer sa propre gravité. Elle s'effondre alors sur elle-même. Si sa masse est suffisante, aucun mécanisme connu ne peut arrêter cet effondrement. Elle devient un trou noir. La gravité y est si intense qu'elle ne déforme pas seulement la trajectoire des objets, elle déforme l'espace et le temps eux-mêmes. Près d'un trou noir, le temps ralentit, et à l'intérieur, les lois de la physique telles qu'on les connaît cessent d'exister. Voici maintenant un concept fondamental, le rayon de Schwarzschild. C'est le rayon de l'horizon des événements. Il dépend uniquement de la masse du trou noir, du moins dans le cas le plus simple, sans charge électrique ni rotation. Ici, on est donc avec des trous noirs qu'on appelle de Schwarzschild. Et la formule est la suivante. On a RS qui est égal à 2 multiplié par grand G multiplié par M, le tout sur C au carré. Avec RS qui est évidemment le rayon de Schwarzschild, le grand G qui est la constante gravitationnelle, grand M qui est la masse du trou noir, et C, la célérité, c'est évidemment la vitesse de la lumière. Concrètement, si tu compresses la Terre jusqu'à ce qu'elle tienne dans une sphère de moins de 9 mm de rayon, tu obtiens un trou noir. Pour le Soleil par exemple, lui c'est d'environ 3 km. Donc ce n'est pas la masse qui est étrange ici, c'est sa densité. Un trou noir n'a donc pas une taille matérielle, mais une taille géométrique. C'est la région à partir de laquelle aucune information ne peut s'échapper. Ce n'est pas une boule, c'est simplement une région. Et ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que plus un trou noir est massif, plus son rayon de Schwarzschild est grand. Mais attention, la relation est linéaire pour la masse, mais cubique pour le volume, car un trou noir, géométriquement parlant, est une sphère. Bon, résultat, plus un trou noir est gros, moins il est dense. Un trou noir supermassif au centre d'une galaxie peut avoir une densité moyenne inférieure à celle de l'eau par exemple. Ça semble absurde, mais c'est logique quand tu réalises que l'intérieur, grand guillemets, du trou noir n'est pas vraiment composé de matière comme on l'imagine en fait.
Alors, quand on parle de trous noirs, ce qu'on a le plus souvent observé jusqu'à présent, ce sont les trous noirs de masse stellaire, communément appelés les trous noirs stellaires. Ce sont les premiers qu'on a imaginés théoriquement, et les premiers qu'on a pu détecter indirectement. Leur origine est claire, leur taille est relativement modeste, mais leur densité et leur gravité sont déjà vertigineuses. Un trou noir stellaire naît de la mort d'une étoile massive. Si une étoile pèse plus de 20 fois la masse du Soleil, elle est condamnée à finir sa vie dans une explosion appelée supernova. Le cœur de l'étoile, incapable de résister à sa propre gravité, s'effondre en une sphère extrêmement dense. Si la masse restante dépasse environ 2,5 masses solaires, rien ne peut stopper l'effondrement, pas même les forces nucléaires qui soutiennent une étoile à neutrons. Le cœur devient alors un trou noir. Par rapport au sujet de la vidéo, il est légitime de se demander quelle taille fait un trou noir stellaire en général. Pour te donner une idée concrète, un trou noir de 5 masses solaires a un rayon de Schwarzschild d'environ 15 km. Un trou noir de 10 masses solaires, 30 km. Un trou noir de 30 masses solaires, 90 km. Donc oui, on a un objet qui est beaucoup plus massif que notre Soleil, qui est compressé dans un volume plus petit qu'une ville. Mais ce n'est pas leur taille qui impressionne le plus, c'est leur champ gravitationnel. À quelques kilomètres de distance, il est assez puissant pour t'écraser comme une feuille de papier. Mais bon, tout ça est très impressionnant, mais comment détecter un trou noir stellaire ? Pour observer quelque chose, il faut recevoir de la lumière. Or, comme tu le sais, un trou noir ne brille pas. Pour l'observer, il faut ruser, et il y a 3 méthodes principales. La principale, c'est par accrétion. Quand un trou noir aspire de la matière d'une étoile voisine, l'étoile forme un disque d'accrétion qui chauffe à des millions de degrés et émet des rayons X. C'est ainsi qu'on a détecté les premiers trous noirs dans notre galaxie. Ensuite, il y a la méthode par les ondes gravitationnelles. En 2015, la collaboration LIGO détecte des ondes gravitationnelles issues de la fusion de 2 trous noirs stellaires. Une véritable révolution. Grâce à ce phénomène, on peut estimer leur masse, leur distance, leur trajectoire, sans jamais les voir tout simplement. Et enfin, la méthode la plus basique est de les détecter grâce à leur influence gravitationnelle. Certains trous noirs trahissent leur présence par leur effet sur les objets autour. Par exemple, une étoile qui semble orbiter dans le vide, alors qu'en réalité, elle tourne autour d'un trou noir invisible. Retenez que les trous noirs stellaires sont les plus fréquents, les plus accessibles à l'observation, et pourtant, ils soulèvent encore des mystères. Ils font quelques kilomètres de large, pèsent plusieurs soleils, et concentrent dans ce volume minuscule une gravité démentielle. Mais aussi fascinant soit-il, ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Certains trous noirs sont des millions ou milliards de fois plus massifs, et peuvent faire la taille d'un système solaire. Si les trous noirs stellaires sont déjà des monstres, les trous noirs supermassifs sont d'un tout autre ordre. Ils ne se contentent pas d'être plus lourds, ils redéfinissent complètement notre idée de taille et de puissance gravitationnelle. Certains d'entre eux contiennent plus de 10 milliards de fois la masse du Soleil. Et pourtant, on les trouve au cœur de presque toutes les galaxies connues, y compris la nôtre. Alors, on appelle supermassif tout trou noir dont la masse dépasse 1 million de fois celle du Soleil. Ces objets sont si énormes qu'ils peuvent avoir un rayon de Schwarzschild équivalent à l'orbite de Mercure, voire plus loin. Prenons quelques exemples pour visualiser. Un trou noir de 1 million de masse solaire a un rayon d'environ 3 millions de kilomètres. Un trou noir de 1 milliard de masse solaire atteint un rayon de plus de 3 milliards de kilomètres, soit 20 fois la distance Terre-Soleil. Le plus gros trou noir supermassif jamais détecté à ce jour, TON, ou plutôt TON 618, fait 66 milliards de masse solaire pour un rayon d'environ 190 milliards de kilomètres, de quoi largement englober le système solaire. Ce qui est monumental, colossal, gargantuesque, je ne sais même pas quel qualificatif donner en fait. Bon, en tout cas, les trous noirs supermassifs ne sont pas des exceptions. Chaque grande galaxie semble abriter un trou noir supermassif central. Par exemple, au centre de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière, se trouve Sagittarius A étoile, ou plutôt Sagittarius si on veut un bon latin, et lui c'est un trou noir de 4 millions de masses solaires. Il a un diamètre d'environ 24 millions de kilomètres. Et comment sait-on qu'il est là ? Grâce à l'observation des mouvements d'étoiles qui tournent autour d'un point invisible à des vitesses délirantes. C'est la preuve d'un objet massif, compact et noir. Et pour l'anecdote, en 2019, le Event Horizon Telescope publie la toute première image d'un trou noir, M87 étoile. Il se situe au centre de la galaxie elliptique Messier 87. Ce monstre fait 6,5 milliards de masse solaire. Son diamètre dépasse les 40 milliards de kilomètres. Lui aussi est plus grand que le système solaire qui fait entre 15 et 20 milliards de kilomètres. L'image, qui je le rappelle est donc la toute première, montre l'ombre du trou noir projetée sur le disque de matière en rotation, confirmant les prédictions de la relativité générale un siècle après leur formulation. Bon, voilà pour les trous noirs supermassifs. Et si vous vous demandez comment deviennent-ils si gros, eh bien ça reste un mystère. Non, en réalité, il y a quand même 2 principales hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il y aurait une accrétion lente et régulière. En gros, avec le temps, un trou noir grossit en dévorant du gaz, des étoiles, d'autres trous noirs.
C'est un processus lent mais cumulatif. Une galaxie active peut nourrir son trou noir central comme un feu qui ne s'éteint jamais tout simplement. Et l'autre hypothèse qui se rapproche de la première un peu quand même, c'est la fusion entre les galaxies. Quand deux galaxies fusionnent, leurs trous noirs centraux peuvent finir par s'unir. Ça crée un trou noir plus massif. Ce processus expliquerait pourquoi les plus grosses galaxies ont aussi les trous noirs les plus lourds. Mais une question reste ouverte, et c'est là qu'il y a un problème avec ces deux hypothèses. Comment certains trous noirs supermassifs existaient déjà moins d'1 milliard d'années après le Big Bang? Leur croissance rapide défie les modèles classiques en fait. Et par rapport au sujet principal de la vidéo, donc jusqu'à quelle taille peut faire un trou noir supermassif? Eh bien théoriquement, aucune limite stricte n'existe à la taille d'un trou noir supermassif. Tant qu'il reçoit de la matière, il peut croître. Ça dit, il y a des limites pratiques qui apparaissent, comme le fait que les fusions entre galaxies sont rares à très grande échelle, ou le fait que la densité moyenne diminue avec la masse, ce qui rend les gros trous noirs plus doux sur leur environnement immédiat en fait. Ainsi, les trous noirs supermassifs sont des monstres tranquilles, mais influents. Et entre les petits trous noirs de quelques masses solaires et ces géants galactiques, il manque une pièce du puzzle. Existe-t-il des trous noirs intermédiaires, des masses moyennes, ni trop petites, ni trop gigantesques? Entre les trous noirs stellaires, donc de seulement quelques masses solaires, et les supermassifs, donc des millions à des milliards de masses solaires, il semble logique qu'il existe une catégorie intermédiaire. Pourtant, pendant des décennies, on n'en trouvait aucun. C'est ce qu'on a appelé le chaînon manquant de la cosmologie. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. Alors, le concept de trou noir intermédiaire recouvre une fourchette de masse située entre 100 et 100 000 masses solaires. Ils sont importants quand même pour plusieurs raisons. Premièrement, ils pourraient être les briques de base qui, en fusionnant, donnent naissance aux supermassifs. Deuxièmement, ils combleraient le vide entre les trous noirs issus d'étoiles et ceux qui règnent au centre des galaxies. C'est le truc qu'on a dit dès le départ. Troisièmement, leur existence permettrait de mieux comprendre les étapes de croissance des galaxies, des amas globulaires et même de l'univers primitif. Mais jusqu'à récemment, ils échappaient à toute détection directe. En fait, le problème des trous noirs intermédiaires, c'est qu'ils ne sont ni assez petits pour produire des effets visibles dans un système stellaire proche, ni assez gros pour trahir leur présence au cœur des galaxies. Et surtout, ils n'émettent pas de rayonnement propre, ils n'ont pas nécessairement de disque d'accrétion lumineux non plus, et ils se cacheraient souvent dans des régions pauvres en gaz, comme les amas globulaires, donc peu de matière à manger, donc peu de rayonnement observable. En résumé, ils sont discrets, massifs, et en plus silencieux. Mais malgré leur discrétion, on a commencé à accumuler des preuves indirectes, et même quelques signaux convaincants. Certains signaux d'ondes gravitationnelles détectés par LIGO ou Virgo impliquent des trous noirs dont la masse combinée dépasse les 100 masses solaires. Par exemple, en 2019, l'événement GW 190521 a révélé la fusion de deux trous noirs formant un objet final de 142 masses solaires. C'est la toute première preuve directe d'un trou noir intermédiaire. Donc au final, les preuves n'étaient pas si indirectes que ça. Concernant leur formation, là encore, plusieurs scénarios différents sont proposés. Il y a le fait que des trous noirs stellaires pourraient fusionner, petit à petit dans des environnements denses comme les amas globulaires. Ou soit, dans certaines conditions extrêmes, des nuages de gaz massifs pourraient s'effondrer directement en trous noirs intermédiaires sans passer par l'étape étoile. Et il y a aussi l'hypothèse que certains trous noirs seraient des reliques du Big Bang. Certains modèles proposent que les premiers trous noirs de l'univers pourraient s'être formés avec des masses intermédiaires dès le départ. Donc voilà, les trous noirs intermédiaires ont longtemps été absents de nos catalogues. Ils commencent à émerger. Leur taille, entre quelques centaines et dizaines de milliers de kilomètres, en fait des objets massifs, mais plus discrets que leurs cousins géants. Ils pourraient jouer un rôle clé dans la formation des galaxies, des supermassifs, et peut-être même de la structure de l'univers primitif. Mais il existe encore une autre classe, encore plus insaisissable, encore plus spéculative, les trous noirs primordiaux, qui pourraient être aussi petits qu'un proton, et d'ailleurs vieux comme le temps lui-même. Jusqu'à maintenant, on a parlé de trous noirs classiques, formés par l'effondrement d'étoiles ou la croissance galactique. Mais certains modèles vont beaucoup plus loin. Et s'il existait des trous noirs nés au tout début de l'univers, des objets plus petits qu'un atome, mais d'une densité si extrême qu'ils déforment l'espace-temps depuis 13,8 milliards d'années. Contrairement aux trous noirs stellaires ou supermassifs, les trous noirs primordiaux n'auraient pas été formés par l'effondrement d'étoiles, mais par les fluctuations extrêmes de densité dans l'univers très jeune, une fraction de seconde après le Big Bang. Imagine, juste après l'expansion initiale, certaines régions de l'univers étaient légèrement plus denses que d'autres. Si une fluctuation dépassait un seuil critique, sa propre gravité aurait pu l'amener à s'effondrer sur elle-même immédiatement, formant un trou noir minuscule. Ce processus aurait pu créer une vaste gamme de masses allant de moins d'1 gramme à plusieurs milliers de masses solaires. Comme on l'a vu, leur taille dépend directement de leur masse.
Pour te donner une idée, un trou noir d'environ 10 puissance 15 kg, ce qui à la louche pourrait correspondre à la masse du mont Everest, aurait un rayon de Schwarzschild de 10 puissance moins 12 cm, soit 1 milliardième de mètre. Un trou noir de la masse d'une voiture aurait une taille bien inférieure à celle d'un proton. Ce sont des objets infiniment compacts, extrêmement petits, mais terriblement massifs à leur échelle. La question qu'il est donc légitime de se poser est, sont-ils encore là aujourd'hui ? Si vous posez cette question, c'est que vous aviez un rayonnement en tête. Et bien c'est là qu'il intervient, c'est le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a proposé que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. À cause des effets quantiques près de l'horizon des événements, ils émettraient lentement des particules et perdraient de la masse et finiraient par s'évaporer. Ce rayonnement, qui n'est pas encore prouvé, est inversement proportionnel à la masse. Donc plus le trou noir est petit, plus il émettrait d'énergie, et plus il s'évaporerait vite. Donc un trou noir de moins de 10 puissance 11 kg par exemple, qui serait environ la masse d'un astéroïde, se serait entièrement évaporé depuis le Big Bang. Mais s'ils étaient un peu plus lourds, ils pourraient peut-être, ces trous noirs primordiaux, encore exister aujourd'hui, discrets, indétectables, ou presque. Pas facile de détecter un objet invisible, silencieux et minuscule, mais plusieurs méthodes sont explorées. Un trou noir primordial qui passe entre une étoile et nous peut légèrement déformer sa lumière. Ces micro-lentilles gravitationnelles, en gros la lumière qui aurait une trajectoire déformée, pourraient trahir leur présence. Ensuite, si un petit trou noir primordial est en train de s'évaporer maintenant, il pourrait émettre un flash de rayonnement gamma. Certains satellites scrutent le ciel à la recherche de ces explosions brèves. Enfin, les fusions entre petits trous noirs produisent des signaux caractéristiques. Si ces signaux deviennent fréquents, cela pourrait soutenir l'existence d'une population invisible de trous noirs primordiaux. Il existerait d'autres trous noirs encore plus hypothétiques quand on part sur le terrain de dimensions supplémentaires, mais pour le moment on va rester avec ça dans la vidéo. Les trous noirs primordiaux suffisent à étendre notre imagination aux limites de la science. Leur existence n'est pas prouvée, mais les recherches se multiplient. S'ils existent, ils pourraient résoudre plusieurs énigmes. Alors, les trous noirs nous forcent à pousser la physique dans ses retranchements. Avec eux, on touche à l'extrême, densité infinie, temps figé, espace courbé jusqu'à l'absurde. Mais alors, jusqu'où peut-on aller ? Existe-t-il une taille minimale en dessous de laquelle un trou noir ne peut exister, ou une taille maximale au-delà de laquelle il devient autre chose qu'un simple objet d'astrophysique ? Bon, avant tout, il y a un petit côté un peu nébuleux du fait qu'on ne sait pas réellement si les singularités sont des frontières ou juste des gros problèmes. Comme on l'a vu, au centre d'un trou noir, selon la relativité générale, se trouve une singularité, un point de densité infinie et de volume nul. En théorie, la courbure de l'espace-temps devient infinie. Problème, la physique classique ne sait pas gérer l'infini. C'est le signe que notre modèle est incomplet. Une singularité n'est probablement pas réelle au sens matériel, c'est plutôt le symptôme d'un effondrement des lois connues. Il manque une pièce au puzzle, une théorie qui unifie la relativité générale avec la mécanique quantique. Là, on comprendra la gravité quantique. Mais tout cela ne répond pas à la question qu'on se pose. Concernant la taille minimale, il faut savoir qu'en physique, l'échelle de Planck est un seuil fondamental en dessous duquel les effets quantiques de la gravité deviennent dominants. C'est une sorte de pixel de l'espace-temps. Quand on parle d'échelle de Planck, il y a 3 valeurs clés à connaître. La longueur de Planck, qui est d'environ 1,6 x 10 puissance moins 35 mètres, la masse de Planck, qui est d'environ 2,18 x 10 puissance moins 8 kg, et le temps de Planck, qui est d'environ 5,39 x 10 puissance moins 44 secondes. Il y aurait peut-être un trou noir de Planck qui aurait un rayon égal à la longueur de Planck. Il serait donc le plus petit trou noir théoriquement possible. Au-delà, on tombe dans un régime inconnu, où le concept même d'objet, de position ou même de temps pourrait ne plus avoir de sens. Ces micro-trous noirs pourraient être des reliques stables si le rayonnement de Hawking s'arrête à un certain seuil forcément, ou des objets quantiques purement transitoires, nés et évaporés en un clin d'œil. Ceci est un claquement de doigts et non un clin d'œil. Et concernant une taille maximale, peut-on avoir un trou noir infini ? Sur le papier, rien n'interdit à un trou noir d'atteindre une masse, et donc une taille, arbitrairement grande. Si tu jettes suffisamment de matière dans un trou noir, il grandit, il n'y a pas de plafond intrinsèque. Mais quelques limites pratiques apparaissent du fait que plus un trou noir est grand, plus il lui faut de temps et de matière pour continuer à croître. C'est ce qu'on a vu, dans l'univers actuel, il devient statistiquement peu probable de créer des trous noirs au-delà de centaines de milliards de masses solaires. Bon, en tout cas, si tu es encore là, bien joué. On vient de parcourir une échelle de taille qui défie l'imagination, depuis les mini-trous noirs, plus petits qu'un atome, jusqu'aux monstres galactiques plus larges que le système solaire. Et pourtant, tous obéissent à la même loi fondamentale, celle de la gravitation extrême. Même si en apparence la question de la taille des trous noirs s'apparente à une vulgaire question de dimension, en réalité c'est un miroir de nos limites théoriques. Elle expose le conflit entre la relativité générale et la mécanique quantique, deux piliers de la physique qui ne s'assemblent toujours pas. Elle ouvre la porte à des objets encore non détectés, mais dont les effets pourraient se faire sentir.
Et elle interroge sur les origines de l'univers lui-même, et sur ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, un territoire interdit à l'observation directe. Voilà pour cette dernière vidéo dans cette chambre. Je remercie les tipeurs pour leur soutien financier. À chaque fois que j'ai découvert que quelqu'un m'avait fait un don, c'était ici, mine de rien. Je me souviendrai toujours du premier don de 2 € par mois de la part de Nalco, ou Nelco, je sais jamais comment il faut me prononcer, qui était extrêmement symbolique car c'était la première fois qu'on me donnait de l'argent pour soutenir mon travail, simplement par générosité. Donc je te remercierai toujours, ainsi que tous les autres d'ailleurs. Quand même 109 € de dons par mois alors que vous êtes que 14, c'est énorme. Donc voilà, merci à tous ceux qui like, s'abonnent, partagent et commentent. Même si je réponds de moins en moins aux commentaires, sachez que je les lis tous. En même temps, je n'ai pas trop le choix, car je dois bloquer tous ceux qui m'insultent. Non, je déconne. Non, en vrai, je déconne pas. Et cette fois-ci, je demande au monteur de ne pas couper la fin de ce rush, pour que sur ma chaîne soient disponibles les dernières fractions de secondes enregistrées par cette caméra, en tout cas dans cette chambre. À la prochaine, autre part.